pourquoi Maître de Shimaru a mouru sans dire clairement qui sera son successeur? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité d'un maître aussi de garantir une clarté de son enseignement future? Ouais. Même juste avant sa mort, il aurait pu téléphoner, quoi, pour dire Stéphane, tu seras mon successeur, ou je sais pas. Je pense vraiment qu'il n'y avait pas de... Au moment où Maître Deshimaru est mort, je pense vraiment qu'il n'y avait pas de... Moi, je vois le problème puisque je suis un maître maintenant et j'ai des disciples. Et je pense qu'au moment où Maître Deshimaru est mort, il n'y avait pas aucune personne qui était habilitée à lui succéder. Donc il ne pouvait pas faire ça. Il n'y avait pas une personne, ni moi. Moi j'étais jeune encore. Et personne ne s'attendait à cet événement. Et il est mort très subitement en 3 semaines. Et donc voilà, on avait encore des choses à apprendre. Et en fait, c'est la manière de nous faire encore mûrir suffisamment, c'était sa disparition. C'est-à-dire qu'il avait tellement de personnalité, Maître Deshimaru, que pour nous c'était un peu l'incarnation du père, etc. Il avait une énergie, etc. Et moi j'ai jamais pensé. Moi je pensais que quand je mourrais, Sensei ferait la cérémonie pour mon incinération. J'ai jamais pensé qu'il mourrait avant moi, jamais. Et alors donc il nous a laissé comme ça, comme des mômes, qu'on dû dire bon bah voilà quoi. Maintenant il n'y a plus de maître. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça a été un super grand enseignement, super efficace. Ça veut pas dire que ça doit être dans tout à chaque fois ça doit se passer comme ça. Mais là ça s'est passé comme ça. Et donc c'était l'unique manière. Deshimaru il n'aurait jamais pu dire à quelqu'un t'es mon successeur. Il n'aurait pas pu. Il y avait trop de différence entre sa dimension et la nôtre. Et donc ce coup violent, la disparition du maître, mais ça donnait une... Ah, ça nous a obligés à prendre nos responsabilités, à devenir des adultes. Et après quelques années, donc, ensuite, il y a 3 personnes qui ont reçu la transmission d'un grand maître, d'une autorité spirituelle japonaise, de la plus haute autorité de l'époque. Donc le temps était venu, voilà, maintenant, ok, voilà. Et on a choisi le nombre 3 et la Sangha fonctionnait parfaitement avec le nombre 3, quoi, avec Étienne, Roland et moi. La Sangha fonctionnait parfaitement. Donc, moi j'ai installé ça aussi à Amsterdam. 3 personnes qui dirigent le dojo. J'ai fait ça en Argentine. Et c'est un nombre très dynamique et vraiment excellent pour diriger une entreprise, diriger un groupe. Euh, le triumvirat, c'est très efficace. Et donc c'était parfait, sauf que Étienne a disparu, quoi. Et donc, dès le moment où Étienne a disparu, cette dynamique qu'il y avait avec les 3 godots, ça marchait plus parce que Roland et moi, on était trop antagonistes, on était trop différents. C'était vraiment l'ombre et la lumière, ou deux manières de... Moi j'agissais plutôt par intuition, c'était toujours raisonnement, et donc on pouvait pas se complémenter, on pouvait pas se complémenter seulement à 2. Avec Étienne ça marchait. Donc ce nombre 3 c'était génial. On était très heureux, ça marchait très bien.
Et donc, mais chacun des trois avait reçu la transmission. Puis après, l'histoire le dit, quoi. L'histoire le dit. Et ensuite, moi, je me suis séparé avec la Zédie. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Ça m'a obligé encore à assumer, à grandir et puis à faire le travail que je devais faire. Si j'étais resté là-bas, je serais certainement pas ce que je suis maintenant, ça c'est clair. Donc il y a plein d'histoires dans le zen sur la transmission. C'est quelque chose de très cosmique et de très important. Comment ça continue? Ça fait quand même 2500 ans que ça continue. On a un Katsumiyaku qui a 2500 ans. Et, et donc, c'est magique, quoi. Il y a même eu des histoires, dans l'histoire, des maîtres qui n'avaient pas de disciples. Parce que les maîtres n'avaient pas toujours une sangha en Chine. Il y a eu des très grands maîtres qui avaient 10 disciples ou 7 disciples. Et ils pratiquaient dans la montagne, ils ne faisaient pas de promotion, ils avaient pas... Il y avait des temples où il y avait 2000 disciples. Euh, c'est difficile à imaginer. Vous imaginez un temple. Déjà à la Gendronnière, des fois on était 500, c'était pesant, c'était vraiment très lourd, quoi. Bon, évidemment, c'était pas des moines, il y avait de tout. Mais quand même, des temples avec 2000 disciples, ça devait être énorme, quoi. Et, les maîtres, ils maintenaient ça. Bon, il n'y avait pas qu'un maître, il y avait toute une organisation, des secrétaires, des machins, des trucs. Et donc, alors, il y a une fois donc un maître du Soto Zen de notre lignée. En fait, nous, on rassemble toutes les lignées. C'est marrant. Cette transmission euh, de Niwa Zenji rassemble toutes les lignées. Et déjà, Maître Dogen avait rassemblé la lignée Soto et Rinzai. Et ensuite, au Japon, il y a eu la lignée Eiji et Sojiji. Et donc, ce Katsumiyaku, en fait, il rassemble tout le monde, quoi. Donc, c'est très intéressant. Et donc, il y en avait, y a l'histoire d'un maître, je vais y arriver. Euh, il n'avait pas de disciple capable de lui succéder. Et il était très vieux, il commençait à avoir dans les 90 ans, etc. Et alors, c'est toute une histoire, toute une épopée. Il y avait un grand disciple donc du Rinzai qui s'était fait chasser par son maître. Il avait un maître qui était très sévère et qu'il avait chassé parce qu'il avait offert des nouilles. Quand le maître était en voyage, il n'y avait rien à manger dans le temple, c'était très sévère. Et il s'était permis d'aller dans la chambre froide et de prendre des nouilles et de dire aux disciples, allez, je vous fais des nouilles, vous avez tous faim. Et le disciple était rentré, il avait dit, qui a pris des nouilles? Vous êtes un voleur. Et il l'avait chassé. Et, et donc le disciple a fait de... il a continué zazen dans le jardin du temple. Le maître est arrivé, il a dit, toi, tu uses ma pelouse et tout du temple, il faut que tu payes. Si tu veux faire zazen dehors. Puis là, le maltraitait. Mais c'était un grand disciple. Et il lui dit, alors va mendier et tu feras un foussé pour pouvoir faire zazen sur la pelouse du temple. Et le gars, il était sorti, il mendiait, etc. Enfin, il lui avait fait subir toutes les... C'était un maître insupportable. Et quand il y avait des nouveaux, il arrivait, il leur mettait de l'eau glacée dans le cou pendant zazen. S'ils bougeaient, il les virait. Enfin bref. Et donc, pendant ces pérégrinations, ce disciple qui s'était fait chasser par son maître a rencontré donc le successeur du Zen Soto, qui n'avait pas de successeur. Et il lui a dit, écoutez, vous êtes un grand disciple, est-ce que vous voulez être mon successeur?
Et il a dit non, 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 moi j'ai déjà un maître, il m'a chassé, il veut pas de moi, mais c'est mon maître et moi j'appartiens à la lignée Rinzai. En aucun cas je le trahirai, je trahirai mon propre esprit. Et finalement, le maître Soto lui avait dit écoute, je te donne mon bol de moine, je te donne mon kessa, je te donne ma photo, et s'il te plaît, transmets ma. Il lui a donné sa transmission, mais pas à lui directement. Trouve-moi un successeur. Il faut que je meure, j'ai pas le temps. C'est un peu ce qu'aurait fait Deshimaru avec Niwa. Bon, bah, j'ai pas le temps, ils sont tous nuls. Tu te débrouilles, dans quelques années, tu trouve-moi les successeurs là, et puis je peux pas. Et ça s'était passé comme ça, et c'est un moine Rinzai qui avait transmis à un disciple Soto la succession enfin, dans le futur. Donc c'est une histoire très intéressante, et à chaque fois c'est différent comment ça se passe. C'est pas tellement l'individu qui est important, mais il faut trouver un individu digne de faire ce travail. L'important, c'est la continuation de la véritable essence du zen. C'est pas un zen erroné. Et le zen erroné, on tombe dedans. N'importe quoi, tu vas là, tu tombes à côté. Tu vas là, tu tombes à côté. Tu vas en arrière, tu tombes à côté. Si tu n'as pas reçu le vrai dharma, tu te trompes. Si tu as reçu le vrai dharma, même si tu te trompes, tu ne te tromperas pas. La dynamique, tu protèges la dynamique et tu es même protégé toi-même. La dynamique d'un zen simple, pur et efficace, où les gens sont véritablement éveillés, où on ne maintient pas les gens dans l'ignorance pour garder son stade de maître, où c'est pas une église, c'est pas pour en faire des curés, c'est pas pour appartenir à une secte ou à une église, c'est vraiment une école d'éveil. Il faut que ça se transmette, ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc voilà. Et évidemment, le maître transmet aussi. Euh, Moi, maître Deshimaru m'a transmis, m'a donné la transmission spirituelle. C'est-à-dire, c'est décrit dans les textes, dans certains textes. C'est comme une bouteille, de l'eau d'une bouteille ou d'un récipient à un autre récipient. C'est exactement ça. Mais je ne l'ai même pas compris sur le moment. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai compris 5 ou 6 ans après, tout d'un coup, j'ai compris. J'ai dit, mais attends, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. J'ai rien compris, mais c'est ce qui s'est passé. Il l'a transmis sans même que je le sache. Donc c'est très intéressant. Mais après, je peux aller raconter à qui je veux. Ouais, mais Maître Deshimaru, à ce moment-là, il m'a transmis le Dharma. Devant témoin, il y avait au moins 50 personnes. Et j'ai réalisé 5-6 ans après, ben ouais, c'était la transmission du Dharma. Et après, il est mort. Il m'a serré la main. Tiens, prends ça. Et il est parti. Et il est malade. Et il a bu un poison. Et il est mort. Alors, mais ça doit être authentifié. Parce que si tu le dis toi-même, si tu dis moi je raconte ça, les autres ils peuvent dire ouais, mais c'est dans ton imagination, dans tes rêves, mec. Euh, donc il faut aussi être certifié par une autorité, etc. Quoi. Donc c'est intéressant et c'est simplement un SAMU, hein. Rien d'autre que ça. C'est-à-dire, tu arrives dans un dojo, tu veux pratiquer la voie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dépasse les limites de cette vie. La véritable voie du Bouddha, elle dépasse les limites de cette vie. Même si tu es un maître zen, même si tu as le Shio, t'es pas Shakyamuni Bouddha. On le saurait. Donc tu es un grand maître, tu es un Bouddha, tout le monde est un Bouddha, tu as un certain degré spirituel, mais
la tradition, le gars qui devient, quand tu deviens un Bouddha, tu nais dans une famille de rois, de Chakravartin, j'en ai parlé dans différentes sessions, c'est-à-dire les rois, si tu veux, c'est une famille de... Il est né dans une famille de rois, c'était un prince, il avait tout ce qu'il pouvait désirer dans la vie. Son père était le plus respecté, le plus riche, etc. Il avait ce dont rêve l'homme ordinaire. Le plus haut stade de ce dont rêve l'homme ordinaire, euh, c'est d'être le descendant Rothschild, mais à supposer que Rothschild ne soit pas un enculé et que ce soit déjà un saint. C'est des rois saints. Donc une famille de rois saints qui protège qui suit des sages, qui protège son peuple, qui l'aide, etc. Ils ont un bon esprit, ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils sont aimés. Bon voilà. Donc tu nais dans une famille comme ça. Et à un moment donné, tu, tu comprends que tu as toutes les richesses du monde, tout le bonheur, ton père et ta mère t'ont aimé, t'ont choyé, t'as pas de névrose, hein, mais ça suffit pas. Et là, tu pars, le matin, à 2 heures du matin, tu pars, tu traces le crâne, et tu dis, moi je vais chercher la voie, il y a quelque chose qui me titille, et tout ça. Tu cherches les plus grands maîtres indiens possibles et imaginables, tu rencontres les plus grands maîtres qui ont la plus grande réputation, t'apprends avec un, t'apprends avec l'autre, c'est pas suffisant, t'es pas content. Finalement, tu pars avec une bande de fous, des ascètes et tout ça, et tu pratiques les pires ascétismes possibles, tu manges plus, tu fais zazen dans des conditions abominables, jusqu'à ce que tu t'es à moitié crevé et tout, et tu dis, mais voilà, je vais mourir, je suis fini. Et puis, à un moment, tu lâches, tu sais plus quoi faire. Il y a une femme qui t'amène à manger du riz avec du lait, du miel. Tu manges ça, tu dis, oh, c'est bon, mais j'étais complètement fou à jeûner comme ça, comme un forcené, alors que t'es tout maigre. Et tu sais plus quoi faire. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je meurs, j'ai plus de maître, je sais pas où aller, je sais pas quoi pratiquer. Et puis, alors évidemment, tu connais toutes les postures de yoga, toutes les respirations de yoga, tous les machins, tu connais tous les textes, tout ça. Tu prends la posture qu'on appelle la posture parfaite, tu t'assois sous un arbre et tu dis, ben, je veux pas me suicider, mais la vie qu'on me propose dans ce monde m'intéresse pas non plus. Je m'assois en zazen et puis si je m'éveille, tant mieux, sinon je meurs. Et tu t'assois et tu restes assis 49 jours. Et au bout de 49 jours, tu te lèves et, et tu dis tiens, tu te lèves, tu dis bon, tiens, je me suis levé. Qu'est-ce que je fais là? J'avais dit que je ferais zazen jusqu'à la mort. J'en ai rien à foutre du zazen. Tu vois les étoiles du matin, tu dis tiens, je me suis éveillé en même temps que l'étoile du matin. Et puis voilà, enfin bon, je ne vais pas te raconter toute l'histoire. Et tu deviens le Bouddha. Tu te rappelles de tes vies, de toutes tes vies, tout ton cheminement pour en arriver là. Tu incarnes euh, le Bouddha de ton univers. Et donc ça, euh, c'est chacun de nous qui pratique sincèrement. Dans le futur, il est déjà le Bouddha. Et c'est important parce qu'on voit tout en temps linéaire avec un avant, un après. Ça, c'est une petite dimension. Quand tu montes dans des dimensions plus hautes, le temps est dans le temps absolu. Tu es déjà le futur, et toi, dans ton zazen, quand tu fais zazen, tu t'aides dans le passé. Tu aides ton passé, tu connais ton futur, tu connais ton passé. C'est un cercle. Donc tu existes déjà en tant que Bouddha réalisé dans le futur, et
tu t'aides déjà. Parce que le Bouddha, il se rappelle de toutes ses naissances. Donc il te voit déjà en tant qu'apprenti maintenant, et c'est des choses indicibles, mais c'est merveilleux. Il faut passer à une conscience plus élevée, quoi, pour être heureux. Parce qu'à ce niveau-là où on est, c'est invivable, quoi, où on est actuellement. Et donc le bodhisattva, c'est celui qui reste malgré tout dans ce monde invivable, alors qu'il est déjà mûr pour vivre dans un monde bien meilleur, mais il reste là pour aider les gens, pour aider les gens. Il souffre, il partage la souffrance de la société pour les aider. Ça fait partie aussi du travail. C'est merveilleux. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Les Parisiens, ils n'ont pas de questions. Alors, vous voyez, la pensée conditionnée euh, et la pensée créative, c'est de pouvoir créer une question. Ouais, ils sont là, ils ont fait Zazen, ils sont là. Il n'y avait pas de questions. Alors, quand il n'y avait pas de questions, Sensei me disait toujours: Allez Stéphane, foolish question. Posez-moi une question idiote. Il fallait que je fasse le clown. Que je pose, mais j'en avais plein des questions à mettre des Shimaru. Maintenant, ça va, j'ai eu des réponses. Mais... Effectivement, beaucoup de questions. J'en connais rien pour moi. Je crois que tu as dit. Ah ben, parle pour tout le monde. Parle à l'univers entier. Moi, on me reproche tout ça, mais parle pas si fort. Et ils me disent: Parle pas si fort. Et parce que je parle à tout le monde. Il faut pas, faut parler quand on pose une question. Le mondo traditionnel, euh, on, on, on crie, quoi. Le gars, il arrive, il doit marcher depuis loin et il pose sa question, mais une question fondamentale, quoi. C'est Bon, bien vas-y, fondamental à poser une petite question. vas-y. Je crois que tu as dit dans mon dos que. Je sais plus le mot que tu as utilisé, mais pas dans mon dos, dans ça. Que. Une fois qu'on commence à zen, forcément on rentre dans la voie et que déjà on est Bouddha, on est arrivé. Et je sais plus exactement comment tu as dit, mais tu as dit dès qu'on a commencé, on est déjà arrivé. Et je sais plus si c'est pas du tout le cas parce que c'est très 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 long, la voie est longue. Bon, qu'est-ce que c'est longue? Alors, dans la Prajnaparamita, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu, parce que le Bouddha, il est mort à 90 ans, et il aurait dû vivre 1000 ans normalement. Mais c'est la faute à ses disciples qui ont fait des conneries, comme d'habitude. Pareil, Deshimaru, il aurait dû vivre beaucoup plus longtemps. Mais bon, putain, on le pesait tellement qu'il a dit: Ouf, j'en ai marre. Et tout ça, et donc on reproche à Ananda, qui était le secrétaire du Bouddha, d'avoir fait beaucoup de bêtises, d'avoir fatigué le Bouddha, etc. Et il est mort au bout de 90 ans alors qu'il aurait dû vivre 1000 ans. Mais vivre 90 ans ou 1000 ans, c'est la même chose. C'est la même chose. Le temps, c'est juste une impression. C'est long parce que c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Ben lâche. Non, non, il faut vivre longtemps, et faut s'accrocher, il faut. Si tu veux, alors on a une impression
tout le monde est programmé pour vivre 80 ans, admettons. Alors on a l'impression à 80 ans, bon bah c'est la fin quoi. Et la fin elle passe vachement plus vite qu'au début, mais si tu vis 200 ans, bah 100 ans ça passe comme 10 ans maintenant. Et si tu vis 1000 ans, bah 100, tu vois, 100 ans ça passe comme une année. Moi maintenant, alors comme je vais en Amérique du Sud, le camp d'été en Amérique du Sud, je suis en plein hiver, il faut que je prenne l'avion, j'arrive là-bas, tout le monde en maillot de bain, ouais, ciao, c'est la fête. Je dis non, non, on est en hiver, on est intériorisé, foutez-moi la paix et tout. Et ça me décale, alors c'est vrai que ça me décale dans le temps, je reviens, c'est encore l'hiver, après c'est re le printemps, re l'été, le temps tu sais plus quoi. Et 10 ans, ça peut être long, ça peut être court. Par exemple, il y a combien de temps que je suis venu à Paris, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais c'est peut-être il y a 2 ans ou il y a 4 ans, j'en sais rien. Donc, t'es pressé? Non, Ouais, je suis pas la question elle me contraint. ouais, il y a un travail à faire et quand on est mûr pour le faire, on te présente, on te dit bon maintenant t'es mûr pour faire tel travail. De même, dans la sangha, c'est la même chose. Au début, ben, on te dit tiens, bah, tu vas nettoyer les chiottes. Alors c'est le grand honneur, hein. Nettoyer les chiottes. Deshimaru il nous disait toujours c'est le top. Alors il disait tout le temps moi, avec Kodo Sawaki, je nettoyais toujours les chiottes et tout ça. Bon, ouais, alors on va te faire nettoyer les chiottes. Puis à un moment donné, quand tu auras complètement maîtrisé le truc, et que tu seras fier de faire ce boulot, tu dis, moi je nettoie les chiottes. On va te dire, bon, bah, il y a d'autres travail à faire, tu vas faire autre chose. Secrétaire, ouais, mais tu te laves les mains là-bas. Secrétaire, tu vas prendre des notes, ou je sais pas quoi, tu vois. Et tu vas rentrer dans un truc complètement différent, etc. Et puis après, et puis il y a le travail à faire sur soi-même. Euh, au, au début, alors donc ça va dépendre des gens, mais au début on va te dire bon bah, tu fais zazen et puis tu t'occupes de rien d'autre, hein. Tu fais juste zazen, tu t'assois, tu essaies de pas bouger, puis tu essaies de te concentrer sur la posture. Alors, regarde les points de la posture, le nez, le nombril, les oreilles, le menton, la nuque. On te répète ça, et toi tu es là. Bon, au bout de 10 ans, 15 ans, bon bah alors et maintenant qu'est-ce que je fais, quoi? Ah ouais, faut avoir la chance d'avoir un maître qui va te dire le chapitre numéro 2 parce que si t'as un gros bénet, ça fait 40 ans qu'il est toujours aussi con, il va te dire, bah continue encore parce que je sais pas quoi te dire. Et donc tu vas approfondir ta recherche, tu vas faire des nouveaux samus sur toi-même ou à l'extérieur, qui vont te faire évoluer et comprendre la raison tu vois, de la base, du zazen. Le zazen, puis comprendre ce que c'est euh, ce que c'est qu'un cerveau, ce que c'est que la pensée, ce que c'est que la concentration, ce que c'est que la focalisation, ce que c'est que la respiration. Euh, Tu vas apprendre petit à petit, et puis ça va devenir clair, et les choses vont devenir claires. C'est ça l'illumination, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, simplement d'y voir clair, quoi. Tu vas être plus calme, et tu vas de plus en plus maîtriser les obstacles auxquels il faut faire face, et tu vas évoluer, et puis après on va te dire, bon maintenant, c'est toi qui vas créer ton évolution. Ah bon, mais quoi? Qu'est-ce que je vais créer? Je sais pas créer, moi. On m'a dit de pas penser, je pense pas, hein. Et donc là, il va falloir que tu te sortes les tripes, que tu sois ton propre maître. Et donc t'apprends, t'évolues, c'est génial. Et alors tu vas créer une nouvelle évolution, et cette évolution va t'amener à la possibilité de créer encore une autre évolution plus grande. Et, wow, mais tu vas t'ouvrir, tu vas t'élargir, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Mais il y aura toujours le zazen, l'alpha et l'oméga. Et ton zazen sera de plus en plus vaste, de plus en plus
universel, de plus en plus fabuleux. Évidemment, quand tu commences, faut apprendre les bases. Mais il faut savoir que ça va loin, quoi. Alors donc, il y a pas des gens qui, qui se trompent, il y a des gens qui arrêtent à un moment donné. Il faut continuer. Voilà. Donc voilà, encore des questions. Sans ça, on fait la cérémonie. Je sais que les Parisiens sont pressés. Moi, j'ai été parisien pendant 40 ans à peu près. Depuis que je suis parti, ils ne gagnent plus au foot. J'aurais lancé un mauvais sort en partant, je dis Paris Saint-Germain. Mais là, ils sont devenus champions de France. Ils ont gagné la Coupe de France. Non, ils ont gagné la Coupe de France, là, le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que ça va mieux. Non mais Paris, c'est une belle ville. Moi, je viens en touriste, Wagner. Ouais. Quand on a droit aux questions idiotes. Ouais. Quand on parle d'être réalisé, c'est par opposition à un être quoi? J'en sais rien, je le suis pas, moi. Réalisé. C'est Shakyamuni Bouddha qui est réalisé. Shakyamuni Bouddha, c'est totalement Tathagata, totalement réalisé. Donc voilà, c'est le modèle. Et avant d'être réalisé, il était quoi? Bah, il a galéré comme tout le monde. Il a fait plein d'expériences. À chaque fois, ouais, il manque quelque chose. Faut que je refasse tel travail. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire complet. Ouais, total complet. Il n'y a plus rien à. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'a même plus besoin de. Il rentre en nirvana. Il devient. Comment dirais-je? Il devient le Dieu éternel auquel toutes les religions aspirent à croire. Et ce Dieu, alors ils expliquent dans le Kusen que je ne vous ai pas fait, mais que je vais faire. Ils expliquent que le Dieu éternel n'existe pas. Alors ils ont une logique fabuleuse. Ils disent mais le Dieu éternel n'existe pas. Il n'existe pas. La seule manière pour qu'il existe, c'est que toi, tu l'accomplisses. Et que toi, tu le deviennes. Que tu deviennes Bouddha. À ce moment-là, il va enfin exister. Donc il existe. Il existe, puisque tu es déjà Bouddha dans le futur. Mais il n'existe pas en dehors de toi. Et donc c'est cette reliance, tu vois, qui est importante. Cette reliance dans le temps, tu vois. Et donc, mais le voyage du Bodhisattva, moi pour l'instant, j'ai envie de voyager, quoi. Tu vois, je suis jeune. J'ai envie de voyager, Pas envie d'être plein comme un œuf, parce qu'il n'y a plus de mouvement, il se passe plus rien. C'est ça, être parfait, être complet. Ouais, moi j'ai pas envie d'être parfait. J'adore voyager, apprendre. Et ce voyage de l'imperfection, moi j'y prends beaucoup de plaisir. Il y a un moment où on commence à y prendre du plaisir. Tu vois, par exemple, les gens ils arrivent, ils vont au dojo. Moi je me souviens quand j'ai commencé, là, je vais au dojo, wow, je vais avoir mal, hein, putain, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, putain, je vais avoir mal, j'ai peur, une séchine, j'ai peur, je vais avoir mal, je vais avoir mal. Et c'est pareil, la vie, je vais avoir mal, je vais plus avoir de boulot, j'ai pas de fric et tout, je suis avec une nana, et si elle me largue, je vais avoir mal, On va toujours avoir mal. Et les flics, fais gaffe, les radars, putain, je vais avoir mal. Si j'ai un accident, putain, je peux prendre une assurance. Et bon, alors à un moment, il y a quelqu'un qui dit bon, stop, putain, tu vas. Alors regarde le avoir mal en face, quoi.
regarde, avoir mal en face, c'est pas si terrible. Et quand tu as regardé l'aspect de ce qui te fait peur en face, tu comprends que il n'y a ni bien ni mal, tu vois. Il y a des gens qui aiment avoir mal, les masos. Putain, frappe-moi, quoi. Et puis ils font des trucs, ils aiment souffrir, ils aiment les relations compliquées, ils aiment se bourrer la gueule, ils aiment se détruire et se voir dans la glace complètement. Et dire je suis qu'une merde et tout, ils aiment ça. Ah, qu'ils le fassent s'ils aiment ça. Et donc faut affiner ses goûts, quoi. Merde. Faut affiner ses goûts, faut élever un peu le niveau culturel, quoi. Il n'y a pas que le camembert et le vin rouge. Et donc, moi, quand je m'assois en zazen, je dis putain, qu'est-ce que c'est génial. Pourquoi je dis pas je vais avoir mal? Parce que je suis passé à un stade différent. De la même chose. Putain, mes os, ils sont comme les tiens. Tu vois, c'est la même chose. Mais j'en ai une perception différente. Et la vie, c'est pareil. Et la vie, c'est sans arrêt fabuleux, quoi. Mais les gens disent merde, il pleut, ah, il va pleuvoir et tout. Mais on peut dire aussi, waouh, la pluie et tout. Euh, chaque moment, c'est toi qui l'as créé, donc il est génial. C'est fabuleux, quoi. La vie, moi, j'ai envie de vivre encore et j'ai pas envie d'aller dans le nirvana tout de suite, quoi. J'adore la vie éternelle, j'adore. Voilà. Bon, alors on va faire une petite cérémonie. On va préparer tout, j'arrive.